Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Dans un instant, tout autre sujet, celui des syndicats. Quelle est la puissance des syndicats? Quel est le verre de la pomme des syndicats? On verra tout cela avec Jean-Luc Touly dans une poignée de secondes. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toute-la-vérité.fr ou au 3628 et dites Bob. Faites-le, car très souvent nous ouvrons notre antenne, bien sûr, à tous ceux qui ont été confrontés à des manifestations, qui n'arrivent pas à exprimer auprès de leurs amis, de leur famille, de peur d'être pris pour un illuminé. En tout cas, moi j'écoute et comme je le dis tous les soirs, j'expose et vous disposez. Alors vous le savez, cette émission, si vous êtes des habitués de ma chapelle, on évoque des sujets qui sont des sujets paranormaux, de l'armée, les médicaments, tout ce qui nous gêne, tout ce qu'on nous dit pas. Et puis on va aborder un sujet de société, parce qu'il parle de vous, il parle de nous. On va parler des syndicats. Les USA ont bâti leur gloire industrielle et économique avec les syndicats. Quand on regarde l'histoire, c'est assez incroyable. Pas un acteur de la vie politique américaine ne peut se passer des syndicats. Malgré tout, ces mêmes syndicats savent aller dans le sens du redressement de leur pays. Quand on regarde l'Amérique, on voit qu'elle se redresse, et quand il faut mettre un coup de collier, on s'aperçoit que les syndicats, baissent un peu la tête et se disent, il faut quand même qu'on relance quelque chose. Certains les disent à la solde des politiques, d'autres disent qu'ils sont une force politique. Alors, si ça marche comme ça chez l'oncle Sam, comment ça marche chez nous? La réponse avec Jean-Luc Touly. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors, vous avez écrit les syndicats français et leurs dérives. Ça, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Vous avez écrit, c'est un truc incroyable. Moi, j'ai adoré quand j'ai vu le titre, Syndicats, corruption, dérive et trahison. Vous l'avez écrit avec quelqu'un qu'on a reçu l'année dernière, qui s'appelle Roger Langlais. Oui. La première question, finalement, peut-être qu'il faut partir d'un côté pédagogique. À quoi servent les syndicats? Normalement, les syndicats sont un des acteurs clés de la démocratie sociale. Ils doivent justement négocier à la fois dans les entreprises les accords d'entreprise, les conventions collectives, et puis au niveau fédéral ou confédéral, des accords avec les branches professionnelles, voire avec le gouvernement. Les rapports sont toujours tendus dans la sensation avec les pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs, à droite ou à gauche. Souvent, quand c'est la gauche, on s'aperçoit qu'il y a moins de manifs que quand c'est la droite. Il y a toujours la sensation que la gauche est plutôt, le syndicat est plutôt de gauche que plutôt de droite, la plupart du temps. Je pense que ça, c'est une idée qui est assez répandue, mais justement, notre enquête a montré que c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est que ces syndicats, et quand je parle des syndicats, je parle des dirigeants syndicaux, vraiment au sommet, sont plutôt très bien accueillis par les partis politiques, et de gauche et de droite. Alors, on est cherché à savoir pourquoi. Et effectivement, c'est le fait qu'ils vont chercher des financements, puisqu'il y a moins d'adhérents, moins de cotisations qui rentrent, que autour de 90% des recettes ne proviennent pas des cotisations des adhérents. Et donc, évidemment, ils ont été voir et les gouvernements de gauche et de droite, et d'autre part, les entreprises elles-mêmes, souvent, un certain nombre de ces syndicats combattent. Alors, on est en pleine contradiction. Et on s'est dit, quelle est la contrepartie si les gouvernements et si les entreprises publiques ou privées, les grosses, financent les syndicats, c'est quoi la contrepartie? La contrepartie, elle est assez classique, c'est la paix sociale, c'est la signature, y compris au niveau gouvernemental, d'un certain nombre d'accords qui peuvent paraître totalement en contradiction avec les grèves ou les mots d'ordre lancés par ces confédérations. Et d'où le fossé entre les adhérents lambda des entreprises, où il y a des syndicats qui sont utiles pour la négociation, souvent, et puis ces discours un peu archaïques, arriérés, qui ne correspondent plus du tout à la réalité, et on se retrouve devant des contradictions. Et ce qui s'est passé le week-end dernier avec les grandes enseignes de bricolage en est un témoignage. Après, on peut juger dans un sens ou dans un autre, mais il se trouve que ce sont les salariés eux-mêmes qui demandent à faire signer des pétitions. Alors, je dis pas qu'ils ont raison ou ils ont tort. Simplement, c'est au moins se poser la question et d'en débattre. Et ces organisations syndicales au sommet ne veulent débattre de rien lorsque on leur pose un certain nombre de questions qui les mettent en cause sur leur passé, voire sur leur présent. Et c'était un peu dommage. Pourtant, François Hollande avait dit « Je ne ferai rien sans demander à chaque fois aux syndicats ». Il l'avait dit dans sa campagne. Est-ce qu'il le fait d'abord ? Alors, il le fait certainement avec les grands dirigeants, sauf que à quoi ça sert? Quel est le résultat? On pouvait critiquer le gouvernement précédent, où il y avait aussi des rapports, et comme vous disiez, les syndicats étaient plutôt de gauche, et en fin de compte, ça s'est pas si mal passé avec le gouvernement de Sarkozy.
Et en même temps, on peut se poser des questions lorsque quelqu'un de la droite, Monsieur Perruchot, Nicolas, avait, avec d'autres, lancé une commission d'enquête parlementaire sur le financement occulte des syndicats, qui a fait l'objet donc d'une centaine d'auditions, dont j'ai fait partie. À l'issue de ça, un rapport a été établi, soumis à l'approbation de ces douzaines de membres de droite et de gauche. Et là, pour la première fois depuis 1958, ce rapport a été décidé de ne pas être publié. Ah, tiens. Ce qui est quand même extrêmement bizarre. Ce qui a fait qu'il y a eu quand même quelques fuites organisées par certaines différentes personnes, bien sûr. Mais on va pas dire lesquelles, même si on peut les deviner. Et sur ce, il y a eu une menace contre M. Perruchot de la part du président de l'Assemblée de l'époque, de son même parti, qui a dit que c'était dangereux pour lui. À la fois, il pouvait faire de la prison et avoir une forte peine d'amende. Et puis, comme il résistait, M. Sarkozy, on le dit dans le livre, l'a reçu fin décembre 2011, en lui disant, bon, en fin de compte, vas-y, propose quelque chose. Et donc, il a fait une proposition de loi au mois de janvier concernant la transparence des comités d'entreprise, puisque quand même, c'est des centaines de millions d'euros qui sont alloués à ces syndicats et des dizaines de millions d'euros pour les comités d'entreprise qui sont, d'après notre enquête, un peu dévoyés, détournés. Et donc cette commission d'enquête parlementaire, enfin cette proposition de loi qui a été faite par Nicolas Perruchot a été votée, sauf qu'on arrivait effectivement à l'approche des élections législatives et présidentielles et qu'on savait bien en haut lieu que de toute façon, entre les navettes, entre l'Assemblée, le Sénat et l'Assemblée, on n'arriverait pas à temps à voter cette loi. Alors évidemment, François Hollande a été élu, et donc on aurait pu imaginer que François Hollande, en fonction de ses promesses, acte tout ça. Bien sûr. Mais évidemment, et avant et après l'élection, l'électorat de François Hollande, je pense qu'il le perçoit comme ça, et surtout issu des syndicats, des syndiqués, des salariés, etc. Et donc, il n'a pas vraiment envie de le faire. Et son gouvernement, je pense, n'a pas envie de le faire. Est-ce que ce livre et d'autres éléments vont conduire ce gouvernement à dire, bon, il faut peut-être arrêter ces financements occultes qui, en fin de compte, empêchent une indépendance et une vraie activité de ces syndicats. C'est ça le fond du problème. Oui, parce que comme ils sont sous perfusion des financements des entreprises qui, a priori, souvent, combattent, donc on est en contradiction, que le gouvernement a intérêt, évidemment, à avoir des syndicats à la fois forts pour avoir un vrai dialogue social, mais en même temps pas trop fort pour pouvoir leur imposer un certain nombre de réformes. Donc voilà, on est dans une situation où, visiblement, on rentre dans le mur, et ce que nous avons écrit avec Roger Langlais, il y a un certain nombre de choses qui avaient déjà été dénoncées dans des rapports de la Cour des comptes. Tout simplement, par à la fois notre enquête et le nombre de témoignages de syndicalistes de l'intérieur, nous ont dit ça suffit, on ne peut plus. Et lorsque ces personnes ont commencé à dénoncer ces choses-là, y compris des gens qui font partie de ces syndicats même, se sont harcelés, attaqués, y compris par quelqu'un qui est très proche de la famille d'un grand dirigeant syndical. C'est pour ça qu'on l'a cité, qu'il a réagi dernièrement. Bernard Thibault, c'est ça, vous ? En l'occurrence, c'est pas une attaque personnelle, c'est pour vous montrer que jusqu'à ce niveau-là, il y a une volonté d'omerta. Parce que les partis politiques, au milieu des années 90, lorsqu'on a fait une loi sur le financement des partis politiques, il y avait ces mêmes problèmes. Ils étaient financés par les entreprises. C'était sous le manteau. Bon, moi je dis pas qu'il faut faire ceci ou cela, je dis qu'il faut être transparent. Oui, c'est-à-dire qu'on le demande aux politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est un peu la chasse aux sorcières du côté des partis politiques. On demande véritablement une clarification, une clarté totale. Et c'est normal qu'on le demande aux syndicats, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie force quand même de contre-pouvoir, parce que c'est une vraie force politique aujourd'hui, le syndicat. Par exemple, on demande que les élus syndicaux qui sont représentants dans les comités d'entreprise, etc., affichent leur patrimoine. Bon, après, on discute, faut pas tout faire n'importe quoi non plus, mais il y a cet aspect-là, le non-cumul aussi, parce qu'on demande le non-cumul. Cette semaine, on va faire l'émission sur le cumul des mandats. Et il y a aussi le cumul des mandats des représentants syndicaux qui peuvent siéger, et j'en étais moi-même pas victime, puisque j'en ai fait partie, et je me suis dit, mais c'est pas normal. Et en plus, ça empêche des jeunes ou des personnes qui voudraient prendre des responsabilités de prendre des places pour se former et pour aussi faire avancer leurs convictions. Donc tout ça, il y a tout un tas de choses, de propositions qu'on fait à la fin de notre livre, que je pense qu'ils seraient partagés par la majorité de la population. Et on voit bien que ça dérange qui ? Les dirigeants syndicaux, les partis politiques de droite et de gauche, et éventuellement le MEDEF, les grandes entreprises publiques et privées. Parce que dans les PME,
on n'a pas exactement le même discours, mais ils ont moins voix au chapitre. Alors, ceux-là, ils intéressent moins. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que certains se gavent? Je pense qu'il y a le fait qu'il y en a quelques-uns qui se gavent, on peut le dire. Alors, ça peut prendre des tournures différentes, des frais de bouche illimités, des véhicules de fonction, des téléphones portables, des voyages d'études, comme on les appelle. Avec femmes et enfants. Avec femmes et enfants, parfois. Même si c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble. Mais c'est le principe, ça commence par là. Mais c'est l'exemplarité, c'est tout simplement. Et que c'est par ce biais-là qu'ensuite, on fait les dérives plus importantes qui vont, notamment dans les fédérations syndicales, qui ont besoin d'argent pour justement combattre, soi-disant, le patronat. Mais en même temps, c'est le patronat qui leur donne de l'argent. Et le comble, c'est la publicité. Moi, j'ai été longtemps à la CGT. Je me suis aperçu que la Nouvelle Vie ouvrière, qui est l'organe confédéral de presse, et qui est envoyé à tous les syndiqués, qui sont adhérents, la publicité des grandes entreprises comme Dassault, qui vend des armes. Je ne pense pas que la CGT soit le client de Dassault. Areva, Veolia, Suez, Total, et j'en passe, payent souvent un tarif au-delà du tirage du journal en question. Je me suis posé la question, on prend l'argent du capitalisme pour mieux le combattre. Ça peut être une version que j'entends. Et le capitalisme serait si bête que ça, qu'il n'y aurait pas une contrepartie derrière, inavouable, du style, vous m'embêtez pas chez moi, vous me laissez la paix sociale, et puis vous faites votre discours pour essayer de... Donc ça, je trouve, cette indépendance n'existe plus, et que ça fausse les rapports, et que même si les salariés qui ont envie de se syndiquer le subodore, on sent qu'ils le sentent, on sent qu'il y a un décalage entre les discours et les actes, fait qu'aujourd'hui, la désyndicalisation, elle existe, et beaucoup plus qu'ailleurs. Vous avez parlé des États-Unis, on pourrait parler de l'Europe. On a le chiffre de syndiqués le plus faible d'Europe, et encore, on a un chiffre qui est autour de 7-8% grâce à la fonction publique. Parce que dans le privé, c'est le désert. Et pourtant, il y en a des syndicats en France. Et je me suis baladé quand même. Alors, 8 gros, Après, il y a plein de petits, quand même, ici ou là. Il y a 3 gros, 2, et encore 2 nouveaux. Voilà. Quel rapport ils entretiennent avec justement les salariés? Est-ce que le salarié aujourd'hui, il a la sensation, on le voit avec, on parlait des magasins de bricolage, on a la sensation que le syndicat est déconnecté de la réalité, que par opposition, il dit non. Enfin, moi, j'ai une boîte, donc voilà, le premier qui veut syndiquer ici, il faut qu'il s'est exécuté, c'est ça. Non, mais moi, je suis complètement pour le syndicat parce que je trouve qu'au contraire, il faut que les employés soient représentés, parce que parfois il y a des abus. Attention, il y a des abus dans les entreprises. Il faut un contre-pouvoir. Il faut un contre-pouvoir, mais partout, c'est la balance, etc. Mais il faut pas que ce contre-pouvoir soit perverti. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, et surtout, il faut qu'il soit toujours en rapport. Moi, j'ai regardé, vous savez, un sujet super sur Florange. On a vu François Hollande retourner à Florange. Il a dit j'y reviendrai tous les ans. Alors on a vu les 2 principaux acteurs. Édouard Martin. Voilà, exactement. Et puis un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui était très intelligent quand il analysait les choses. Il a dit ok, il a promis des choses pour la métallurgie française, mais sur le dossier Florange, il y a rien. Il va rien se passer. Il reviendra. Ici il y a 530 millions d'euros, je crois, qui sont débloqués pour indemniser, etc. Moi, j'ai vu l'interview sur Canal+ d'Édouard Martin, que je respecte beaucoup, c'est un garçon formidable. Moi, j'ai adoré. Et en même temps, alors peut-être que c'est Jean-Michel Apathy qui l'a un peu attaqué, mais c'est vrai qu'un grand pôle de recherche publique pour les années à venir, ça concerne des chercheurs, probablement qui ne sont physiquement pas à Florange. Certainement. Donc ça ne concerne pas les salariés de Florange. Maintenant, entre rien du tout et ça, on peut pas critiquer. Non, mais il y a quelque chose. Mais forcément, dans la question qui a été posée à Édouard Martin, et on a senti un peu la gêne, est-ce qu'il est naïf, est-ce qu'il n'est pas naïf, je n'en sais rien, mais le fait de lui poser la question... Vous avez trouvé ça bien, et en même temps, Aurélie Filippetti aimerait bien que vous vous présentiez avec son parti socialiste pour les prochaines élections européennes. C'est là que ça commence à déranger sérieusement. Moi, je ne le mets pas du tout en question. Je pense que c'est quelqu'un de sincère. Mais là, on essaye, je ne dis pas qui essaye, mais en tout cas, on essaye de l'instrumentaliser. Et j'imagine Édouard Martin rentrant à Florange, s'il y a des gens qui ont vu cette émission... ils doivent se poser les sérieuses questions en disant mais notre camarade, où il va, quoi. Vous voyez, ça peut arriver à tout le monde, donc y compris les syndicalistes sincères.
Donc il y a une manipulation, une tentative de manipulation qui est faite. Et pour revenir à votre question générale, les syndicats sont créés pour une partie au 19 et une partie au 20e siècle. Et puis c'est surtout à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on a donné des droits aux travailleurs avec notamment les comités d'entreprise, puis les délégués syndicaux en 1968. Tout ça allait dans le bon sens. Et puis à partir de 1980, au moment où justement la gauche est arrivée, où je pense que beaucoup de syndicalistes ont pensé, et de salariés, ça y est, c'est la fête, on n'a plus rien à faire, les choses vont se faire. Malheureusement. Alors que ça a été encore plus tendu. Évidemment. Parce qu'ils sont descendus très souvent dans la rue quand même, sous Mitterrand quand même. Hein. Oui, mais il y a eu un laps de temps, un peu de flottement, puisque des réformes intéressantes ont été faites. Et puis après, malheureusement, chacun son point de vue, il y a eu la rigueur, et puis évidemment, on a repris d'une partie de ce qu'on avait donné de l'autre côté. Et donc là, le syndicalisme de lutte, en tout cas pour une partie de ces syndicats, c'était un syndicalisme d'accompagnement. Donc là, je pense qu'il y a eu aussi un fossé entre ceux qui faisaient confiance à ces syndicats, comme la CGT par exemple, et puis plutôt la CFDT-UFO qui avait tendance plutôt à négocier ou voire à accompagner, comme on dit. Et donc tout ça, je pense que ça a dérangé. Donc il y a une baisse de syndiqués. Oui, parce qu'il y a une désaffection du syndicat. Une désaffection que la gauche a commencé à décevoir, même si François Mitterrand a été réélu, et que par là le Front National a monté. Enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que la baisse des syndiqués. D'ailleurs, si un peu plus tard, Sud s'est créé, voire l'UNSA, c'est pas par hasard. C'est parce que des déçus de telle organisation qui pensaient que le syndicat était peut-être devenait ronron un petit peu, etc. Et là, le parallèle que vous faites avec les autres syndicats d'Europe, qui n'ont pas le même parcours, la même histoire, plutôt un syndicat de négociation. D'ailleurs, ils n'attendent pas que la grève commence pour négocier. Alors que chez nous, on attend que la grève commence pour négocier, ce qui est quand même un peu... Et là, tout le monde a des responsabilités. Fait qu'effectivement, on peut se poser la question, mais c'est l'histoire de la France. On a une histoire de France avec des syndicats un peu plus politisés, un peu plus combatifs pour certains, mais qui ont changé de stratégie, qui sont devenus moins politisés, peut-être trop encore pour certains, et qui ne correspondaient plus au message, parce que l'évolution de la société a fait que les ouvriers, il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins d'agriculteurs, et il y a de plus en plus d'employés de services, donc notamment dans l'agroalimentaire, dans les commerces, et que là, il y a eu un décalage. Et puis l'enquête nous a montré aussi que le nombre de permanents syndicaux, donc coupé un peu de la masse, puisqu'on est permanent, on n'est plus trop sur le terrain, bien sûr, a augmenté de 5 fois par rapport à il y a 25 ans environ, alors que le nombre de syndiqués a baissé de 4 fois. Donc c'est inversement proportionnel. Et puis je pense qu'il y a eu des mauvais exemples de voir peut-être des syndicalistes s'absenter assez régulièrement des entreprises, discuter avec les chefs d'entreprise, souvent d'ailleurs bien considérés, bien choyés, et tout ça avec les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas forcément la même culture, effectivement il y a eu une désaffection phénoménale. Donc nous, ce qu'on a voulu faire à travers ce livre, c'est d'abord planter le décor, et dire voilà le constat, et si on ne fait rien, c'est bon pour personne. Même si à court terme, c'est peut-être bon pour les gouvernements et bon pour les entreprises, arrive un moment, on a vu d'ailleurs il y a quelques années les infirmières se mettre en coordination, donc d'avoir des mouvements incontrôlables, donc le syndicat ne joue plus le rôle de tampon. Et donc, arrive un moment, les entreprises, le gouvernement n'a pas trop intérêt à ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on risque de voir ça. On risque d'avoir des ouvriers, des employés se mobiliser en dehors du syndicat. Absolument. Voilà. Et de dire, attendez, vous ne représentez plus. Aujourd'hui, vous êtes complètement en dehors de nos préoccupations. Vous êtes sur notre stratosphère et vous êtes loin de ce qu'on ressent. Et puis, les mots d'ordre pour les manifestations, des grèves générales ou des grèves de secteur en dehors des transports, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien parce qu'il n'y a plus de résultats. Il y a encore 25 ans, je dirais même avant François Mitterrand, lorsqu'il y avait des mouvements, il y avait des résultats. Depuis cette époque-là, on sauve les acquis. On essaie de limiter la casse, mais on n'obtient rien de plus. Et donc la démocratie sociale que devait jouer qui devait être jouée entre les syndicats et les patrons, enfin les chefs d'entreprise, puisque les patrons, il n'y en a plus beaucoup non plus. C'est plutôt des chefs d'entreprise qui viennent de l'ENA comme les partis politiques. Et si vous voulez, les salariés se reconnaissent plus là-dedans. Mais ça ne veut pas dire, comme vous l'avez dit vous-même, que le principe des syndicats n'est pas utile. Au contraire, nous on défend, il faut sauver le syndicalisme. Mais pas ce syndicalisme aujourd'hui qui ne correspond pas à ce qu'attendent les salariés.
Vous restez avec nous, on va continuer à parler de ces syndicats. Peut-être êtes-vous syndiqué d'ailleurs, hein. Jean-Luc Touly est avec moi pour syndicats, corruption, dérive, trahison, des mots forts. Hein. Mais derrière ces mots, il y a une grosse enquête et c'est pour ça que je voulais vous en dire toute la vérité ce soir. Mon nom est Bob et jusqu'à minuit, je propose ce que personne n'ose aborder avec autant de sincérité et sans aucune censure. C'est grâce à vous, c'est la première radio par abonnement. Vous y adhérez et vous arrivez par milliers et je ne peux que vous en remercier. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Tous les soirs dès 21h, Bob vous dit toute la vérité. Syndicat, corruption, dérive, trahison, un ouvrage que vous devez lire si bien sûr vous êtes intéressé par le monde de l'entreprise, mais pas que d'ailleurs, parce que ça touche tout le monde, parce que ça démontre beaucoup de choses et ça parle de nous. Jean-Luc Touly est avec nous, puisque vous l'avez coécrit ce livre, Jean-Luc, avec Roger Langlais. Moi, je voulais qu'on parle finalement de la politique sociale, parce que dès qu'on parle bien sûr des syndicats, on a en face de nous la politique. Est-ce qu'on a aujourd'hui encore les moyens, puisque vous êtes dans la vie politique, vous êtes en plus, vous me disiez hors antenne que vous faites partie d'une famille communiste au départ, etc. Donc, vous avez été en plein dedans. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est vrai que la France, on s'est beaucoup battu, et c'est jeune en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on n'avait pas les vacances. Hein. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai que le droit de vote des femmes est arrivé il n'y a pas longtemps. Enfin, à l'échelle de l'histoire, c'était hier. Hein. Donc, on s'est beaucoup battu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ça, est-ce qu'on a les moyens encore aujourd'hui de notre politique sociale? Alors, de mon point de vue, la réponse est double. Elle est oui parce qu'il y a de l'argent. Cet argent est peut-être pas mis là où il le faudrait, et que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, malheureusement. Vraiment, ils sont pas meilleurs les uns que les autres. Et puis c'est vrai qu'il y a la mondialisation, c'est vrai qu'il y a des entreprises, notamment la majorité des entreprises sont des PME, et elles sont assez asphyxiées devant la compétitivité des autres entreprises des autres pays. Parce que c'est elles qui font marcher la France, hein, quand même. Hein. C'est elles. Et c'est elle qui trinque le plus. Qui trinque le plus, mais en même temps, si on veut se redresser et si on veut créer des emplois, c'est surtout là qu'il faut les créer. Bien sûr. Bon, et qu'il suffirait d'1 ou 2 emplois par PME et on aura déjà réglé une partie du problème. Et là, on peut pas traiter de la même façon les grandes entreprises que je mets en cause plus dans le livre que les PME qui sont en difficulté. Hein, et là aussi, par exemple, sur cet exemple-là, le Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes qui regroupe des gens, des salariés, souvent issus du monde syndical, et des représentants des employeurs qui sont souvent plutôt des PME d'ailleurs. Hein. Et moi, ça fait... Vous êtes juge, hein, et je suis juge prud'homal depuis 21 ans. J'ai passé 26 ans à Créteil, et là je suis depuis 2008 à Paris. Et j'ai vu beaucoup soit de DRH de grandes entreprises, soit la majorité, ce sont des petits chefs d'entreprise de PME. Et dans la discussion qu'on a, on se comprend. Mais je leur ai dit, par exemple, comment se fait-il que les syndicats, je pense plutôt les syndicats, pas les syndicats patronaux, encore que, comment se fait-il qu'un conseil de prud'homme, lorsqu'un salarié est licencié et qu'il est reconnu comme un licenciement abusif, victime de son... suivant qu'il est dans une PME ou dans une grande entreprise, il ne percevra pas la même chose. C'est une inégalité. Même si je comprends qu'une PME ne peut pas payer autant d'indemnités, etc. Mais à ce moment-là, on crée un fonds de péréquation, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une entreprise qui a une ancienneté, par exemple, supérieure à 2 ans, dans une entreprise de plus de 10 salariés, aura 3 à 4 fois plus d'indemnités si son licenciement est reconnu abusif que dans une PME de moins de 11 salariés. Bon, ben ça, c'est comment se fait-il que les syndicats n'ont pas réagi là-dessus? Parce que, en même temps, ce Conseil de prud'homme qui existe depuis très longtemps, qui est une particularité française et qui fonctionne bien, pourquoi on n'en tire pas les conséquences en disant cette justice, qui est souvent un échec pour les entreprises, en disant si le salarié est obligé d'aller là-dedans, c'est un échec. Mais en même temps, les rapports entre les juges salariés et les juges employeurs sont en fin de compte des assez bons rapports parce qu'on juge en droit et souvent, vous posiez la question sur les commerces qui ont fait l'actualité ce week-end, on se pose la question du fond. Il y a le droit et il y a le fond. Bien sûr. Hein, alors, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut parce que le droit, on est obligé de l'appliquer. Et par contre, au niveau du quantum, au niveau d'un certain nombre de choses, de la motivation, on en tient compte. Donc, on voit bien que le législateur est en retard par rapport, y compris aux juges issus du monde du patronat et du monde syndical. Et on ne peut pas le faire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on entendait un certain nombre de représentants des PME, de représentants de syndicats, tous syndicats confondus, je ne parle pas des grands dirigeants, qui eux ne veulent rien entendre.
eh ben, il se dirait peut-être qu'il faut que les législateurs prennent leurs responsabilités. Ouais. Moi, le message qu'on veut faire passer, c'est aux députés, aux sénateurs, ayez le courage, mais le courage, parce que c'est nécessaire. Le vrai courage. Le vrai courage, mais à la limite, c'est une question de survie du dialogue social. Donc c'est important pour tout le monde. Prenez les mesures en dialoguant avec, évidemment, les partenaires sociaux. Mais il y a quand même des mesures. Comment se fait-il que depuis 1884, c'est la dernière loi sur un peu les syndicats, même s'il y a des choses sur la représentativité, qu'à l'époque, en 1884, évidemment, cette loi ne prévoyait pas un certain nombre de choses qu'aujourd'hui serait nécessaire. Par exemple, la transparence des comptes des syndicats. Ouais. Ou un peu plus tard, en 1945-46, lorsqu'on a créé les comités d'entreprise. Parce qu'elle n'existe pas, cette transparence. Elle n'existe pas. C'est des millions d'euros. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Ouais. Que les comités d'entreprise, où c'est des milliards aussi, où des centaines de millions d'euros sont détournés, comment se fait-il que les comités d'entreprise n'ont pas l'obligation de tenir des comptes qui soient certifiés par des commissaires aux comptes, en tout cas qu'on ait un contrôle. Bien sûr. Et d'autre part, lorsque des comités d'entreprise comme l'EDF, la SNCF, la RATP, Air France, qui d'ailleurs est en grosse difficulté pour pas dire le plus, ne soient pas obligés, lorsqu'ils choisissent tel ou tel prestataire de services pour les cantines, pour les colonies de vacances, qu'il n'y ait pas un appel d'offres, ce qui est obligatoire aussi chez tout le monde depuis 20 ans. Comment se fait-il que c'est quelque chose de pas extraordinaire, ça. Pourquoi on ne veut pas? Parce qu'on sait que par ce biais-là, il y a un peu d'argent qui part ailleurs. Donc on sait qu'il y a une dérive. D'abord, c'est normal sur le principe. Tout le monde doit être contrôlé. C'est la transparence. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a des dérives, individuelles ou collectives. Bon. Et on ne le fait pas. Comment on peut expliquer ça? Comment des politiques responsables, qui pour une grande partie ont fait des études, parce que c'est pas l'ouvrier lambda qui est député, comment se fait-il qu'ils ne veulent pas de ça? C'est ça, c'est la paix? Forcément qu'il y a une raison. Fatalement, il va avoir la paix. Comme ils sont faibles, on les contrôle, on leur donne un peu d'argent, ils se taisent, etc. Et les entreprises, même chose. Moi, quand il y a un corrompu, il y a forcément un corrupteur. Mais c'est jamais très très bon d'avoir des faibles, parce que c'est bien d'avoir des forts, parce qu'au moins ça fait émerger quelque chose. Voilà. Et ce que je vous disais hors antenne, c'est qu'il y avait un humoriste qui est malheureusement décédé, qui était un politicien sans le savoir. Et qui mettait les questions de société toujours dans ses sketchs, très utiles, et encore qui ne sont pas d'ailleurs, qui n'ont pas vieilli, qui disait par humour, mais pas simplement par humour, que le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le syndicalisme, c'est le contraire. Donc ça devrait nous faire réfléchir en disant, il y a peut-être des mesures à prendre. Et ces mesures, moi, je mets un peu en cause les politiques, dont modestement je fais partie, et je vois bien qu'autour de moi, mes camarades politiques, mes camarades de tous bords, veulent pas en parler. Qu'est-ce que, justement, vous êtes au Conseil général? Régional, pardon. Comment ça a été accueilli, votre bouquin? Est-ce que vous n'avez pas été mal? Parce que moi je regarde un peu la télévision, je vois que ça fuse un peu de partout. Comment vous avez été aperçu au sein de la classe politique? Écoutez, le Conseil régional, moi j'ai pas pu y aller beaucoup parce que c'était justement au moment de cette campagne de publicité du livre. C'est bien, donc ça a commencé, c'était mercredi, jeudi, vendredi dernier, et le Conseil régional avait lieu jeudi, vendredi. Mais forcément, dans le monde politique, quand il y a quelque chose comme ça qui sort, forcément... je crois que j'ai pas eu une seule remarque, ou peut-être une, mais pas plus. D'accord. Alors soit ils ignoraient, pourtant je leur avais envoyé 2-3 jours avant le communiqué de presse de mon éditeur First. Donc, soit ils voulaient pas rentrer dans le débat. Soit ils n'avaient pas lu leur mail, soit ils voulaient pas rentrer dans le débat. En tout cas, j'ai eu ni félicitations, ni... pas de risque, quoi. Voilà, rien. Absolument rien. Ça voulait parce que ça devrait quand même déclencher les discussions. D'autant plus que le matin du jeudi où j'étais passé au Conseil régional, quand je suis sorti du Conseil régional pour aller sur Europe 1 en l'occurrence, il y avait des syndicalistes de tous bords qui manifestaient contre la position du Conseil régional et l'employeur des près de 2000 fonctionnaires territoriaux sur un certain nombre de choses. Bon. Et là, donc j'ai pris les tracts, les différents tracts, etc. Et puis je dis, je ne veux pas faire publicité, mais pour vous montrer qui je suis, alors évidemment, ça a créé un petit truc, mais en disant, mais par contre, ce que vous faites, vous, c'est d'alerter l'employeur, le conseil régional, sur un certain nombre de dysfonctionnements qui est vécu comme tel par les salariés. Vous faites votre travail. Je dis, maintenant, vous vous adressez à des politiques, et vous-même, vous avez des confédérations et des fédérations au-dessus de vous. Donc, ce livre-là, je dis pas qu'il faut que vous l'achetiez, c'est pas la question,
Mais vous devriez aussi réfléchir pourquoi vous, de terrain, vous êtes obligé de faire des actions contre des politiques qui sont parfois aussi députés, voire ministres, parce qu'il y en a, qu'ils soient de gauche ou en exercice ou de droite, et que visiblement, c'est les sujets dont on ne veut pas trop parler. C'est quand même incroyable qu'un sujet comme ça, on ne traite pas sérieusement. Bon. Et que tout de suite, les politiques prennent ça comme soit les attaques contre les syndicats, soit les attaques contre eux. C'est un peu sujet tabou, quoi. Et je trouve que c'est quand même dommage qu'un sujet de société comme ça, avec une utilité indiscutable, mais qui est mis en cause par le fonctionnement des syndicats d'aujourd'hui, ne soit pas traité sérieusement. D'ailleurs, vous avez dit que ça a été couvert par quasiment toutes les radios, par un certain nombre de télé et par l'Express, etc. Même si l'Express, on peut peut-être considérer que c'est plus d'un côté que de l'autre. Mais en tout cas, ils ont posé le problème, et sérieusement, comment se fait-il que sur des grandes chaînes publiques, jusqu'à maintenant, pas par rapport à être invité ou pas, mais que ce débat-là ne vienne pas. J'ai bossé à France 2. Il faut attention, les syndicats ont une puissance incroyable. C'est-à-dire que si le journaliste dit quelque chose qui ne plaît pas au syndicat, on coupe la chaîne. Bon, alors, vous l'avez très souvent quand même. J'ai bossé à France 2, je sais ce que c'est. Alors, il y a quand même des journalistes à France 2, parce que j'en connais un certain nombre, et notamment Élise Lucet, qui fait des émissions Cache Investigation. Elle va loin. Elle va loin. Et d'ailleurs, c'est pas de la publicité non plus, mais mercredi, il y a un sujet qui est aussi traité un peu dans notre livre sur la formation professionnelle, qui est le budget quand même autour de 30 milliards d'euros chaque année. Colossal. Là-dessus, il y a une partie aussi qui est détournée, puisque c'est géré paritairement entre les employeurs et les syndicats. J'ai été interviewé, je vous raconte quelque chose, ça n'a jamais été dit, et ça ne sera pas dit directement dans l'émission. Mais pour vous dire un exemple, je suis interviewé au mois de mai, et Élise Lucet, évidemment, comme je mets en cause les syndicats, mais le thème principal, pas de l'émission, mais de mon interview, c'est les partis politiques. Est-ce qu'il y a la formation professionnelle, la formation des élus, des partis politiques, il y a des organismes au niveau de chaque parti. Vous êtes à Europe Écologie Les Verts, vous y êtes encore un peu peut-être, etc. Est-ce que cet organisme est transparent? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement, etc. Moi, je dis, ce que je peux vous dire, c'est mon expérience personnelle. J'ai été à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts à Poitiers en 2012. Lorsque je suis arrivé, on signe, on émarge sa présence, et on m'a demandé de signer quasiment les 5 jours de cette université. Alors que moi, personnellement, je restais qu'une journée. J'ai signé, et immédiatement, on m'a demandé ça, je l'ai fait, et en même temps, en signant, je me dis, mais pourquoi ? Puisque je ne suis qu'une journée. Une journée, 5 jours. Donc je me suis mis moi-même en cause, c'est ce que je dis, en défaut, et en disant, j'ai vécu ça dans le syndicalisme, puisque ça se pratique malheureusement souvent, pour récolter de l'argent, parce que derrière, plus il y a de présents, plus il y a d'argent. Je me suis dit, c'est pas normal qu'on soit obligé, un parti politique, quel qu'il soit obligé de faire ce genre de choses. Et les gens qui se posent des questions, et les autres qui s'en posent pas. Donc je mets en cause. On est presque dans l'escroquerie, là. Non, mais moi, je vois ça. En tout cas, moi, je me suis mis en cause pour montrer que même, vous voyez, avec une certaine conscience, lucidité, je l'ai fait de bonne foi. Et tout de suite, je me suis posé la question, et on m'a donné une attestation, d'ailleurs, comme quoi je pouvais, y compris, si j'avais les choses à me faire rembourser, que je puisse me faire rembourser. Bon, évidemment, je ne me suis pas fait rembourser. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça va passer mercredi 2 octobre. C'était au mois de mai. Au mois d'août, j'étais en vacances au Maroc, et je reçois des mails des personnes qui travaillent dans cet organisme de formation, qui me dit, Élise Lucet est venue nous voir, nous a malmenés, nous a dit qu'il avait des témoignages, des preuves écrites, et que tu avais témoigné à visage découvert. Oui, qu'est-ce que tu as pu leur dire ? La vérité. C'est juste la vérité. Juste la vérité. C'est le titre de l'émission. Suite à ça, j'ai plus tellement de rapports avec ces personnes-là. Bon, c'est ça qui est un peu étonnant, qu'on n'arrive pas à débattre de quelque chose qui pose question, pour dire non, il vaut mieux se cacher, on fait l'autruche, et on verra plus tard. Mais parce qu'on a la sensation que tout le monde a son petit intérêt, tout le monde a son petit jardin, et on ne veut surtout pas qu'on nous dérange dans ce jardin. C'est ça le drame, c'est quand finalement, au lieu de travailler, un syndicat normalement il travaille pour la collectivité, pour l'ensemble, non, c'est chacun sa petite pierre, on la polie, on veut qu'elle brille, qu'elle soit belle, et on veut surtout pas avoir une petite tâche qui est envoyée ou qu'on nous en prenne un petit peu. C'est ça qui est dramatique. C'est pour ça que, est-ce que aujourd'hui on voit les grands patrons de syndicats
On ne peut, mais c'est presque humain. C'est-à-dire que moi, on parle beaucoup ici du soi, etc., avec des gens qui viennent nous parler de notre psychologie, etc. On se demande même si c'est presque pas humain que le mec, quand il monte à ces sphères-là, en fait, il touche le pouvoir. C'est-à-dire que voilà, il est là et il est cuit. Vous voyez, il est tombé dans le chaudron. Vous me faites penser, parce que je suis aussi conseiller municipal d'une petite commune de l'Essonne, Vissou pour pas la nommer, où j'ai un maire qui, je pense, sans faire de psychologie à 2 balles, qui a eu la tête qui enfle. Oui. Pour les raisons de pouvoir, pour des raisons un peu financières, enfin bon, peu importe, et est devenu, comme beaucoup d'autres, le rôle de maire, un petit dictateur. Ouais. Et on ne peut plus parler, et il n'y a plus de dialogue, c'est coupé. C'est fini, c'est coupé. Alors que de reconnaître, y compris à son opposition, quelle qu'elle soit, ou des gens qui vous mettent en cause, c'est normal, il y a un contre-pouvoir. Vous devez répondre tranquillement, surtout si vous êtes à l'aise dans vos bottes. Le contre-pouvoir, c'est la démocratie, c'est bien. En quoi on a peur des gens qui posent des questions qui dérangent? Il vaut mieux avoir des gens qui vous posent des questions qui dérangent que des gens qui vous disent rien. Ouais. Et puis un jour, ça vous tombe sur la tête en disant, tiens, j'ai rien compris pendant des années et je me suis fait évincer. Qui pourrait peut-être lui arriver aussi. Donc, mais non, c'est on se recroqueville, on dit non, on nie tout. Et je trouve ça dommageable, alors que personne ne détient la vérité à lui tout seul, mais de parler des choses comme ça, contradictoirement, au contraire, c'est ça la démocratie, et c'est intéressant, et ça fait avancer tout le monde. Mais je pense que c'est pas encore mûr, et particulièrement en France. Oui, parce que c'est jamais très bon d'avoir une majorité énormissime. Il faut toujours avoir un contre-pouvoir. Au moins, ça fait avancer le dialogue. Alors, on va marquer une deuxième pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. On va parler des choses qui fâchent véritablement. C'est-à-dire que, on a vu en politique que certains profitent de leur pouvoir pour faire embaucher maman, Tati Jeannette, tonton Gérard. Est-ce que ça se passe aussi dans les syndicats? Vous restez avec nous. On vous dit toute la vérité ce soir avec Jean-Luc Touly. Rien que la vérité. Syndicat, corruption, dérive et trahison. Certains ont voulu le faire taire. C'était mal le connaître. Tous les soirs, 21h minuit, Bob vous dit toute la vérité. Syndicat, corruption, dérive, trahison. Jean-Luc Touly et Roger Langlais nous livrent ici un côté assez direct sur les syndicats. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Hors antenne, on avait dit, en fait, on ne peut pas parler de ce dossier parce que les gens vous disent que ça fait le jeu du FN. Oui. C'est quand même dingue, ça. Pourquoi? Ça, on me l'a dit, d'ailleurs, ça fait, c'est pas la première fois parce qu'on a fait des livres aussi sur la corruption d'un certain nombre d'élus face au marché public de l'eau. En fin de compte, c'est botté en touche. Mais en même temps, le Front National, il existe. Bien sûr. Il se présente aux élections, c'est pas un parti illégal. Il y a des gens qui votent pour lui. Évidemment, moi, personnellement, je ne suis pas pour ces idées-là. En même temps, j'ai appris que Marine Le Pen était plutôt d'accord avec le livre qu'on avait sorti. Peut-être pour des intérêts, je sais pas. Peu importe, il existe. De taper sur le Front National en disant, en tapant sur le Front National, ça va régler le problème. Non, c'est pourquoi les gens votent Front National. C'est cette cause qu'il faut savoir. Or, justement, en cachant les choses, il ne faut pas prendre le peuple français pour des abrutis. Mais non, parce qu'aujourd'hui, ça c'est mon point de vue de journaleux, mais aujourd'hui, le FN peut être considéré encore comme un parti de contestation, mais ça va finir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne se sera plus. Le peuple va se réveiller. Le problème, il est là. Il est qu'à force de stigmatiser ce Front National, les gens vont se retourner vers lui et ça va être au deuxième tour et peut-être au bout. Au municipal, c'est fort possible. C'est même probable. Maintenant, les gens verront si c'est le problème d'un parti politique, donc si le Front National, qu'est-ce qu'il fera aux commandes? Est-ce qu'il ne va pas tomber dans les mêmes errements? Moi, je pense que malheureusement, si. Parce que c'est le système politique tel qu'il est fait. Ouais, parce qu'on a l'impression que la France est ingouvernable quand même. C'est juste un gros navire qu'on a du mal à dépoussiérer. Parce qu'il y a quand même une bande de gens assez lâches pour ne pas traiter des sujets de fond. Et la démocratie est représentative, voire participative, parce que là aussi, il y a eu des tentatives de récupération de la démocratie participative. C'est pas facile de la mettre en place, mais quand on a des vieilles structures qui ne fonctionnent pas, qui ne représentent plus rien, et qui... il faut les dépoussiérer, quoi. Ben voilà, et donc tant qu'on ne le reconnaîtra pas, et qu'on prendra des solutions, et que c'est le législateur, donc c'est ces députés et sénateurs, qui convoient pour le non-cumul
s'arrangent entre eux pour que ça n'avance pas, que pour leurs indemnités ou pour leurs impôts, eux, c'est pas comme les autres. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ben tant qu'on n'aura pas ça, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas le droit à une certaine couverture, des protections, parce que lorsqu'on passe de salarié à député, enfin ou à élu, il faut qu'il y ait un statut de l'élu. Mais il faut que tout ça soit fait de manière normale et non pas qu'on sache qu'un député a une telle rémunération, mais que du fait d'un nombre de mandats ou de fonctions, y compris à l'intérieur de son propre mandat, on est obligé de l'écréter parce qu'il dépasserait largement. Bien sûr. Et qu'il y a des choses qu'on compte et d'autres choses qu'on ne compte pas. Et puis qu'on ne peut pas, quand même, M. Delbarre, qui est ancien ministre du Travail, 26 fonctions et mandats, c'est pas sérieux. Mais il ne peut pas déléguer, ce monsieur. Non, mais surtout, alors c'est ça qui est absolument incroyable. Il délègue beaucoup de marchés publics, remarquez, à des entreprises, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, je trouve que 24 heures, la journée est trop courte. Et j'ai qu'un mandat. J'imagine celui qu'on a 26, à un moment donné, on ne peut pas faire 26 fois son travail correctement. Et puis des sénateurs, enfin, je ne sais pas qui est le plus âgé, mais enfin, on va le faire au-delà de 80 ans, bon, ça arrive un moment, si on place aux jeunes un petit peu, franchement, ça rime à rien, quoi. Est-ce que aujourd'hui, on peut réformer le syndicat? Est-ce qu'il est possible? Oui. Ça va se passer comment? Et après, on va parler des avantages. Juste pour finir sur le Front National, parce que on me dit souvent, tu tombes dans ce jeu-là et dans le jeu du populisme. C'est souvent les deux œuvres. Bon, nous, je pense qu'il vaut mieux traiter, comme l'émission d'hier, de toute la vérité et de trouver des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Et il en existe. Il en existe 2 ou 3 principales. J'en ai parlé tout à l'heure, des comités d'entreprise, appel d'offres et contrôle des comptes. Ensuite, au niveau des finances des syndicats, Bernard Thibault nous a répondu dans une émission de télé récemment, mais les comptes des syndicats depuis 2008 ça y est, c'est fait. Le contrôle est fait. Oui, des confédérations. Les confédérations, d'accord, mais c'est 10% de l'argent des syndicats. C'est con. Le reste, c'est les unions locales, départementales, régionales et les fédérations. Et c'est là qu'il y a l'argent. Et c'est là qu'il y a l'argent de la publicité, de la formation professionnelle, etc., etc. Donc, oui, on a commencé en 2008, petit peu. Il faut continuer, mais il faut que ça soit tout le monde. Il faut que toutes les structures soient transparentes. Et c'est pas impossible. Je vois pas où est le problème. Donc, il y a ça. Nous, en tant que citoyens, on nous demande d'être transparents quand même. Ah bah absolument. D'ailleurs, si on a oublié quelque chose, on a une relance. Absolument. Donc, la publicité, par exemple. La publicité, est-ce que c'est normal que des entreprises payent de la publicité dans les journaux syndicaux? Mais tout ça, moi, j'ai pas une solution plus qu'une autre. Simplement, c'est la transparence. Deuxièmement, s'il faut de la transparence, il faut du financement public, c'est-à-dire de l'impôt, qui contribue à ça. Ça tombe mal en ce moment. Mais enfin bon, admettons qu'il y ait une dose, pourquoi pas, qu'il y ait une dose de cotisation, qu'il y ait une dose de moyens financés par les grandes entreprises, y compris pour les PME. Pourquoi pas? Mais qu'on discute de tout ça et que ça soit transparent et proportionnel aux résultats des élections de chaque organisation. Et là, à ce moment-là, les choses automatiquement de corruption, de conflit d'intérêts se poseront moins. Parce que tout ça est permis, parce que c'est opaque. Si c'était transparent... Oui, parce que c'est ça qu'il faut. Je rappelle à tous nos auditeurs qui viendraient d'arriver, on ne parle pas de la non-nécessité du syndicat, ils sont nécessaires, mais de la transparence au sein de ces syndicats. Alors, ça m'emmène à vous poser cette question que j'ai un petit peu abordée juste avant la pause musicale. C'est, on voit bien que dans les milieux politiques, Tata Jeannette a un appartement, Tonton Raymond il a un emploi. On a beaucoup parlé des emplois fictifs, etc. Je me souviens qu'à l'époque, c'était la famille Tibéri qui avait pris dans la gueule. On a Chirac, pareil, etc. Bon, on voit bien. Est-ce que dans les syndicats, ça existe? Oui, ça existe. Alors toujours pareil, globalement, c'est une poignée de personnes. Oui, mais c'est symbolique. Après, alors, au niveau de cette importance-là dont vous parlez, d'ailleurs, j'ai participé à un film qui s'appelle Water Makes Money, où on voit un tourniquet de gens du monde politique qui passent dans le secteur privé, puis du secteur privé dans le secteur public. Enfin, et ben là, c'est un peu la même chose. On a le cas individuel de gens qui, je vous dis, téléphone portable, voiture de fonction, voyage. Je dis pas que c'est une broutille, mais c'est un petit élément. L'élément plus important, c'est... je vais vous citer un exemple. J'en ai plein, mais c'est le futur livre qu'on va écrire avec Roger Langlais. Je donne ça en primeur. Il va certainement s'appeler genre Les Recasés de la République. Tout un programme. Et ça touchera pas que les syndicats, ça touchera tout le monde. Enfin, tous les acteurs. Il y a un syndicaliste, par exemple, et j'ai rien contre lui, c'est pas la personne que j'attaque, c'est simplement
comment on peut passer d'un système à un autre aussi rapidement, et vous allez voir. Il était le directeur de cabinet de Bernard Thibault pendant environ 7 ou 8 ans, à peu près. Hein. En même temps, il s'est occupé du développement durable, puisque les syndicats, et heureusement, même avec un peu de retard, s'occupent des phénomènes de société. Ce n'est pas toujours le cas, hein, surtout pour certains. Et puis, cette personne, on la retrouve dans une entreprise privée, je garde un peu le suspense, une entreprise privée qui avait absorbé une entreprise publique, dont ce syndicat, la CGT, s'opposait à cette privatisation. Il s'agit de Suez GDF. GDF était nationalisé, Suez n'était pas. On fait la fusion, on privatise. Donc la CGT s'opposait à cette fusion. Le directeur de cabinet de Bernard Thibault, quelques semaines après la fusion, devient le directeur de la responsabilité sociétale de Suez GDF. Le directeur de cabinet, responsable du développement durable, devient l'un des principaux dirigeants de Suez GDF, et on l'a retrouvé d'ailleurs dans la conférence environnementale. Mais là, la personne n'est rien. Alors, comme ça, c'est des exemples parmi d'autres. C'est un des meilleurs, hein, mais il y en a d'autres. Hein, y compris si on voit comment les anciens secrétaires généraux deviennent. Hein. Donc c'est ça qui est troublant. Oui, alors ça, c'est plus que troublant. C'est plus que troublant. Non, mais moi, vous savez, ce qui me gêne un peu, c'est un peu quand je vois les malversations des politiques, je me dis, mais ils réfléchissent pas, ces gens-là. À un moment donné, l'impunité est si importante que, enfin, pour eux, que ils voient. Vous dites dans votre bouquin que, en fait, c'est l'ancien numéro 1 de la CGT, donc Bernard Thibault, pour le sauter, avait réussi à faire embaucher son épouse et ses enfants au sein du comité central de la SNCF. C'est juste hallucinant. Non, c'est pas hallucinant si tout le monde travaille dans une même famille. Sa femme et ses enfants dans la même entreprise. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Quand même. On peut le voir comme ça. Ce qu'on a voulu dire, c'est plutôt que donc Bernard Thibault a travaillé effectivement à la SNCF, sa femme aussi, son fils aussi, le deuxième a eu un CDD. On a tout le détail, hein, des gens de l'intérieur, y compris des gens de la CGT qui trouvent ça. Mais c'est pas forcément. Ça fait très réseau quand même, ça. Oui, ce qui est troublant, ce qui est vraiment troublant, c'est que cette femme de Bernard Thibault a à la fois fait des choses que, de notre point de vue, on peut être d'accord ou pas d'accord, des choses que je trouve pourraient critiquer. Hein, j'essaie de peser les mots. Et que des gens de l'intérieur ont justement relevé, nous ont informés, et qu'ensuite ont été, comment dire, malmenés, harcelés, licenciés, pour avoir donné la vérité à des gens de l'extérieur. Ça, c'est dingue, ça rend fou. Et que le mari, qui était le numéro 1, qui maintenant n'a plus cette fonction-là, soit le couple ne se parle pas, ce que je ne peux pas imaginer, soit le couple se parle, et comment un dirigeant... C'est pas le fait qu'ils travaillent tous ensemble, enfin, qu'ils vont travailler tous ensemble dans cette entreprise. C'est le fait du comportement. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est gênant. Et que c'est pas une attaque personnelle contre Bernard Thibault. Pas du tout. C'est simplement troublant. Et c'est parce que les salariés du comité central d'entreprise, qui étaient tous adhérents à la CGT, qui étaient en même temps leur employeur, ont vu ça, qu'ils ont créé un autre syndicat, qui a été contesté par la CGT devant le tribunal. Et le tribunal a donné raison. Et que vous savez comment ils l'ont appelé, ces anciens CGT qui ont créé un syndicat dont l'employeur est la CGT, tous ensemble. Quel mot d'ordre de la CGT pour un geste d'humour. Sauf que aujourd'hui, les personnes qui ont osé nous parler et qui ont été identifiées, eh ben, il y en a, ils souffrent vraiment. Il y a des procédures depuis, ça a commencé il y a 3-4 ans, ça s'est poursuivi. Moi, ce que je demande à Bernard Thibault, c'est qu'il règle ces problèmes. Et qu'à ce moment-là, les problèmes seraient moins importants. Mais là, c'est inadmissible que quelqu'un qui a eu une telle responsabilité, dont son épouse et son fils travaillent encore, son fils, je crois, est délégué CGT en plus, du personnel, qu'il admette de contester à la fois les vérités qu'on a dénoncées, et d'autre part, conteste et surtout harcèle le personnel qui sont obligés en justice, qui ont gagné. Simplement, il y a des recours, évidemment, normaux, qui fait que ça devient très difficile, avec une ambiance extrêmement, à la limite, d'un pourrissement. Bien sûr.
Donc, il faut arrêter. On s'est fait ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. En fait, c'est gros. C'est un peu ça. Allez, il me reste 2 minutes à vous consacrer avant de retrouver un autre sujet complètement différent avec Jacques Thomas. Il est aveugle et il a des sensibilités. On va les évoquer. Des procès suite à ce livre. Vous avez des pressions suite à ce livre? Bernard Thibault a dit que avait pas vraiment envie d'attaquer en diffamation parce qu'il considérait que le mal était fait et que le procès aurait lieu dans plusieurs mois, voire plus d'1 an. Et puis ça allait peut-être remuer quelque chose qu'il n'avait pas envie de voir. Voilà, et puis qu'il se réservait le droit de le faire quand même. Hein, donc il va réfléchir. Je vous le dis à votre antenne, nous réfléchissons aussi, nous, du fait de ces propos où les termes mensonges ont été proférés, on réfléchit effectivement aussi à un droit d'attaquer, non pas par rapport à la personne, mais par rapport au contenu du livre qu'il n'avait même pas lu. Mais c'est ça. Hein? Donc, après, on ne va pas non plus aller en justice. Moi, ce que je préférais, c'est qu'on ait... évidemment, je suis moins important que Bernard Thibault, mais qu'on ait un débat. En tout cas, à la télévision, dans les radios... On ne vous l'a pas proposé, d'ailleurs, en médias? Non. Ils ont essayé. Hein. Alors ça, je peux vous dire qu'ils ont essayé. Hein. Ouais. À chaque fois que j'ai été invité, ils ont toujours invité. Le seul qui est venu jusqu'à maintenant, et c'est un ami, Gérard Filoche, inspecteur du travail, à la CGT et aussi au Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, partagé. Je ne sais pas il nous a pas dit si c'était lui qui était venu de sa propre initiative ou si on lui avait demandé de venir. Ouais. Ça arrangeait tout le monde que ça soit lui, parce qu'en plus, tout le monde sait qu'on est... Moi, je suis venu à plusieurs fois le soutenir par rapport aux actions qu'on a menées. Voilà. On est amis, et que donc je le respecte, et je peux même dire que si j'étais réintégré dans un emploi dans mon ex-entreprise, c'est grâce à lui. Donc je peux pas... mais je lui dis, tu tiens un discours à l'antenne qui était modéré par rapport à ce qu'il aurait pu faire, mais je lui dis, tu te trompes, parce qu'il pense aussi que c'est pas le moment, que le syndicalisme est faible, et donc d'attaquer le syndicalisme, c'est pas bon. Ça l'affaiblit encore plus. Et je lui dis, c'est là que tu te trompes. Lis le livre, tu verras que c'est pour sauver le syndicalisme. C'est mieux que ça vienne de l'intérieur, et c'est mieux qu'on essaye de réformer ce syndicalisme dont on a besoin. Jean-Luc Touly, merci. Avec Roger Langlais, vous avez écrit Syndicat, corruption, dérive, trahison. Merci 1000 fois. Je crois qu'on a fait le tour et on a dit toute la vérité. Et un grand merci à Bob et à toute l'équipe. À bientôt. Ciao. Une question à poser, un sujet à proposer, un coup de gueule à passer. 36 28. Dites Bob. Dans un instant, on va, je dis au revoir à Jean-Luc, on fait ça tout en direct. Merci 1000 fois, encore une fois. On va accueillir Jacques Thomas, si vous le voulez bien, immédiatement, sans transition, parce qu'on est allé très très loin avec Jean-Luc, mais voilà, on voulait... on met peut-être un peu de musique ou pas? Est-ce qu'on peut un peu de musique? Un petit peu de musique. Alors, on met un peu de musique, on se retrouve dans un instant avec Jacques Thomas, on va parler justement de ses sensibilités.